Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs, merci à la tribune. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin et donc partager ma vision autour d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'accès et l'équité dans les soins. Alors vous l'avez vu au travers de ce sondage notamment qui nous a été montré et qui est très, très intéressant tout à l'heure, la santé est le deuxième sujet de préoccupation des Français et je pense qu'on ne s'attendait peut-être pas forcément à ce résultat-là, donc c'est en tout cas un sujet à faire connaître. Et bien évidemment, l'accès aux innovations thérapeutiques, la crise Covid, les pénuries, les délocalisations ont fait connaître, bien entendu, ce sujet de façon plus générale et on se rend bien compte que maintenant c'est un sujet central pour l'opinion générale des Français de façon plus globale sur la vision de notre système en santé. On en a parlé beaucoup ce matin. Alors les enjeux, ils sont bien évidemment multifactoriels. Beaucoup, encore une fois, de sujets ont déjà été abordés. Je vais les aborder sur l'axe des leviers et c'est intéressant puisque j'essaie toujours de me projeter dans les solutions en gardant de l'optimisme par rapport à une situation. Donc regardons quels leviers on peut activer. Je vais parler en tant qu'industriel, ça a été dit, je représente bien évidemment ici Sanofi, mais aussi en tant que médecin. Et c'est ce mot équité que j'aimerais souligner dans mes propos, puisque chaque patient, pour moi, doit avoir accès à son traitement et on verra qu'il n'est pas question pour nous de prioriser certains médicaments plutôt qu'un autre. Chaque patient a besoin de son traitement en France. Alors en préambule, permettez-moi vraiment de partager en toute transparence et en étant direct une situation de préoccupation de notre secteur en France. Je pense qu'on entend tous la volonté de notre gouvernement d'accélérer et d'être un champion dans l'accès aux soins et d'être exemplaire. La situation pour les entreprises du médicament est très différente. La France décline et je vous donnerai deux axes qui permettent d'illustrer ça. En termes de production, et si on regarde la situation en Europe, la France est désormais 4e. Donc la France était il y a une quinzaine d'années au premier rang et on en était très fiers. Et donc 15 années plus tard, on se retrouve au 4e rang derrière des pays comme l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas. C'est loin d'être une fierté pour nous tous. Deuxième déclin très inquiétant, la recherche, on en a beaucoup parlé ce matin. La France est désormais 3e dans les essais cliniques, derrière, encore une fois, l'Allemagne et l'Espagne. Ce n'est pas acceptable et on doit tous se mobiliser pour stopper ce déclin, tant sur la production que sur la recherche. Alors, des solutions existent, bien évidemment. J'aimerais juste alerter sur la situation d'extrême urgence pour stopper ce déclin. Souvent, on parle d'attractivité. J'aimerais déjà dire maintenir l'existant est absolument capital pour nous tous aujourd'hui. Bien évidemment, reconstruire à l'attractivité, la souveraineté sanitaire dont on a beaucoup parlé ce matin pour nos entreprises et bien évidemment l'accès et l'équité pour les soins. Alors, 4 leviers que j'aimerais partager avec vous ce matin. Un levier économique, ça ne vous surprendra pas, mais aussi 3 leviers sociaux qui, je pense, sont intéressants à partager avec vous. Alors, le levier de la soutenabilité économique, prenons le temps d'en parler puisque c'est vraiment la clé de l'accès, tant pour les produits matures dont on parle très fréquemment, mais aussi pour l'innovation, et j'y tiens, c'est capital qu'on parle davantage d'innovation. Alors, commençons sur la soutenabilité économique par parler des pénuries, puisque c'est un sujet qui nous mobilise tous au quotidien. Et peut-être cassons déjà une idée préconçue autour des stocks. J'aimerais que chacun, et je vous invite à venir visiter des sites industriels, puisse se rendre compte des réalités. On ne parle pas assez des réalités industrielles et quand elles sont ignorées, on arrive finalement à une fragilité du système. Sachez aujourd'hui que des processus existent, que des sanctions existent, que des collaborations publiques-privées dont on a parlé existent. Et donc, toute bonne idée qui serait en fait une mauvaise idée, des idées de fragiliser nos entreprises, nuirait fortement à l'attractivité de la France. Constituer des stocks plus importants, je peux vous assurer que c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Encore une fois, gardons en tête les réalités des industriels. Nous ne souhaitons pas être finalement dans des sanctions supplémentaires qui feraient qu'accélérer des arrêts de commercialisation, voire des arrêts de production, ce que personne, j'imagine, dans cette salle ne souhaite. Alors des solutions, je vous disais, on en a certaines et on en a partagé sur les pénuries, je vais peut-être en prendre 5.
D'abord, optimiser les informations sur la localisation des stocks. Ça paraît être basique, mais on peut encore mieux faire. On a notamment un outil qui s'appelle TrackStock, qui permettrait aux grossistes répartiteurs d'avoir en temps réel les informations sur les stocks. C'est un basique, mais on peut faire mieux en termes de partage d'informations sur où sont les stocks. Ensuite, des actions de bon usage. On a entendu tout à l'heure comment on peut éviter le gaspillage, bien évidemment, et en tout cas tout le secteur est fortement mobilisé pour faire davantage sur le bon usage, mais aussi aller beaucoup plus loin sur la prévention. Et je peux vous assurer qu'on est un très mauvais élève, j'aime pas le dire, mais je pense qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de se dire quand on n'est pas bon. Et si je prends l'exemple de la grippe, regardons les chiffres de cet hiver. Cet hiver, si vous prenez la population des plus de 65 ans, qui sont la population la plus concernée, la plus fragile, on a une petite majorité, 54% seulement, qui sont allés dans leur pharmacie. Je ne pense pas que ça soit compliqué d'aller dans sa pharmacie en bas et d'avoir ces vaccins. On doit faire beaucoup plus sur les vaccins. On a perdu 2 points cette saison. Si je vous prends les populations de moins de 65 ans, mais qui sont elles aussi fragiles, puisqu'il y a des comorbidités qui font qu'aujourd'hui, certains de ces patients sont plus fragiles que d'autres. 6 points en moins cette année. Je pense qu'il faut qu'on se réveille tous et qu'on se mobilise collectivement pour changer cette situation et d'avoir aussi, finalement, un effet sur l'effet domino. Qu'est-ce que j'appelle par l'effet domino de ce retard dans la prévention sur la vaccination de la grippe? C'est toutes ces comorbidités. La grippe, c'est peu connu pour ses effets de comorbidité. Vous avez énormément d'effets cardiovasculaires, infarctus par exemple, ou AVC, qui entraînent bien évidemment des hospitalisations, mais aussi des consommations de médicaments. Et je vous passe aussi les consommations d'antibiotiques et de paracétamol qui sont associées avec ces comorbidités. Donc la prévention, la vaccination, ça permet aussi, via son bon usage, de réduire la consommation de médicaments. Autre levier pour les pénuries, la commande publique. On a beaucoup parlé de comment on peut rendre finalement nos entreprises plus fortes. Ça passe aussi par une commande publique et une reconnaissance des efforts des entreprises françaises qui ont fait le choix de la France, qui produisent ici, évidemment avec un coût supérieur. Je pense qu'il faut être honnête. On sait qu'on a des coûts supérieurs de production quand on le fait en France. Et reconnaissons les entreprises qui, en tout cas, ont fait l'effort de maintenir leurs outils industriels dans le pays et qui font aussi l'effort de la relocalisation. Aujourd'hui, c'est très difficile, en tout cas pour les hôpitaux publics, de vraiment avoir une politique, et je dis bien qui ont la capacité, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils n'ont pas forcément la capacité aujourd'hui, dans les appels d'offres publics, de favoriser ces entreprises qui ont fait ces choix courageux. Un autre levier, et je sais qu'on en parle souvent, la rémunération au juste prix du médicament, et le mot juste, il est clé. On ne parle pas de prix exorbitant. Le président de la République l'a utilisé il y a quelques mois en Ardèche. Les entreprises du médicament demandent le juste prix. Or, si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, la nécessité qu'on comprend bien de retour à un équilibre des comptes sociaux, finalement, ne fait que favoriser une baisse des prix sans cesse et sans cesse. Donc le niveau des prix qui est sans cesse tiré vers le bas a été bien montré notamment sur les produits essentiels et produits matures. Une étude publiée en tout cas et partagée par l'ELEM, notre syndicat, a montré que 15 à 30% de ces produits essentiels aujourd'hui ont des prix inférieurs à ces prix voisins européens. Est-ce bien normal ? Donc vous voyez un certain nombre de critères économiques qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas être à un niveau d'accès suffisant sur les médicaments si on ne regarde pas un certain nombre de critères économiques. Alors quand on dit effectivement on est absolument conscient des difficultés du budget des dépenses publiques, sachez juste que la tendance, et on voit bien les besoins qui augmentent, mais en tout cas, la tendance de la part du budget du médicament dans la santé ne fait, elle, que descendre. 2010, 11,7%. 2022, vous passez donc 12 années après, 9,1%. Notre part baisse dans le budget de la santé et donc il serait temps de se dire que nous ne sommes pas non plus ceux qui finalement ne participent pas aux économies puisqu'on contribue à plus de 50% des économies par an dans ce budget de la sécurité sociale. Un autre point que j'aimerais rappeler aussi, c'est
les baisses de prix. C'est vrai que quand on parle de prix juste, il faut savoir aussi que nos prix, qui sont donc fixés par le gouvernement, baissent. Cette année, encore 850 millions de baisses de prix qui ont été demandées. Et je peux vous assurer que si vous comptez les doigts de la main, vous n'en aurez pas beaucoup plus pour des hausses de prix dans le pays. Donc bien évidemment, le maintien du prix, du juste prix et aussi la revalorisation du prix de certains médicaments est essentiel. Et permettez-moi de prendre quelques minutes pour parler d'innovation. L'innovation, ça représente, et on l'a entendu, un espoir pour les patients, que ce soit sur des maladies rares, que ce soit aussi dans des pathologies d'oncologie ou autres. Cet espoir, il faut le maintenir, et cet espoir, il fait aussi gagner des économies au système. L'innovation est un des leviers pour faire des économies au système, et on ne l'utilise pas assez. Alors, pour continuer à investir, et je le rappelle parce que j'ai entendu Sanofi citer plusieurs fois ce matin, donc je rappelle juste qu'on investit 2,5 milliards par an en R&D. Nous sommes la première entreprise, tout secteur confondu en termes de recherche, donc ça me permet juste de répondre à cet élément. Mais pour continuer à maintenir un niveau d'investissement si significatif, bien évidemment, il nous faut un tissu de recherche et de production capable à l'Union européenne de créer cette indépendance sanitaire. Alors, bien évidemment, je vous l'ai dit, complexité de faire reconnaître le prix de l'innovation dans notre pays. Et donc, malgré ça, nous continuons à investir en R&D. Malgré ça, nous continuons, bien évidemment, à vouloir innover. J'aimerais parler aussi de délai d'accès. Puisqu'on parle d'accès, il faut aussi parler que, bien évidemment, il y a des leviers qui s'améliorent, mais les délais peuvent aussi aller on compte en années de différence d'un pays à l'autre, et parfois c'est même ça au sein de l'Union européenne. Non seulement donc ces procédures sont longues, mais en plus on a des décisions qui sont prises par des autorités de santé où parfois la science est malheureusement relayée vis-à-vis des contraintes économiques et budgétaires. En 2022, 34% des médicaments qui avaient reçu une autorisation de mise sur le marché au niveau européen, finalement, un tiers était disponible en France. Si vous regardez en Allemagne, 13%. Comment se fait-il qu'au sein de l'Union européenne, nous ayons autant de différences sur l'accès aux médicaments pourtant approuvés au niveau européen? Je voudrais prendre juste deux exemples pour notre laboratoire parce que je sais que parfois on a l'impression qu'on entend ce discours depuis des années. Et j'aimerais juste citer deux exemples qui touchent cette innovation et qui touchent donc des pathologies dont on parle peut-être moins. Une maladie rare dans le sang a aujourd'hui un besoin médical non couvert. Nous avons donc proposé une solution thérapeutique pour ces patients. L'évaluation de ce médicament a amené à un non-remboursement. Très bien, on a pris acte de cette décision. Nous avons quand même décidé de laisser ce médicament sur le marché. Malheureusement, bien évidemment, il est maintenant à charge à l'hôpital de pouvoir le financer. Je pense qu'on connaît tous dans cette salle les situations financières des hôpitaux et on se doute bien que ça ne va pas les aider, ce type de décision et de situation. On a eu 2 cas urgents qui nous ont été remontés pour 2 patients qui étaient dans une impasse thérapeutique totale. Je remercie nos équipes qui sont démenées comme des dingues pour vraiment trouver le traitement à temps. On a été en mesure pour 2 de ces patients de le trouver. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire pour le 3e. Un autre exemple, et là je prends plus un enjeu de santé publique puisqu'on a beaucoup parlé de prévention ce matin. On a également, vous le savez, et je sais que j'ai entendu le challenge qu'on prend bien volontiers au niveau des vaccins, un vaccin innovant sur la grippe, notamment pour les patients de plus de 65 ans. Ce vaccin est déjà reconnu de façon et recommandé de façon prioritaire dans la plupart des pays européens et des États-Unis, et il est également disponible en France. Compte tenu de discussions récentes avec le gouvernement, nous avons été obligés cette semaine d'annoncer le retrait de ce médicament du territoire français, puisque le prix qui nous était proposé était en dessous de nos coûts de production et de distribution. Vous imaginez pour une entreprise comme nous, sur un vaccin innovant comme la grippe, pour ce que je vous ai dit de la grippe juste avant, à quel point la déception est absolument immense et à quel point nous regrettons cette décision. Et donc, bien évidemment, nous nous sommes mis à disposition pour fournir d'autres vaccins disponibles, mais je tenais quand même à le partager avec vous ce matin. Donc, 2 cas pour illustrer cette situation. Alors, bien évidemment, la politique d'accès aux médicaments doit évoluer. Elle doit tenir compte de cette soutenabilité économique et j'espère vous avoir démontré le pourquoi. J'aimerais être positive aussi et pour vous dire que des
des solutions existent et on a su le faire. On a su le faire notamment avec des grandes campagnes de mobilisation sur la bronchiolite. Donc quand on sait le faire, on peut le faire. Quand l'ambition collective est là, nous savons le faire. J'aimerais citer rapidement trois exemples de leviers sociétaux, je vous ai dit, puisqu'il n'y a pas que des leviers économiques. Le premier levier, utilisons toutes les technologies, l'intelligence artificielle notamment, pour aller plus vite. Et donc, c'est ce que nous avons fait chez Sanofi en travaillant avec une start-up française. Et nous avons mis Accéleraire, un outil de diagnostic à disposition des médecins pour pré-identifier plus de 270 maladies rares. Et bien évidemment, une fois que le diagnostic est fait, de pouvoir mettre en contact ces patients avec le centre de référence. Deuxième levier important au niveau sociétal, c'est tout ce qu'on peut faire en termes de communautés sous-représentées. Nous avons lancé dans le monde, dans 5 pays, dans le groupe, une initiative appelée 1 million de conversations pour parler de tous les groupes finalement qui se retrouvent stéréotypés, discriminés dans l'accès aux soins. Et donc nous avons lancé cette initiative en France. Ce ne sont pas que des forums de discussion, nous accompagnons aussi des étudiants issus de quartiers prioritaires de la ville pour que ces étudiants viennent dans les métiers de la science et qu'on ait moins de biais inconscients dont on parlait juste tout à l'heure. Et dernière initiative que j'aimerais souligner, c'est la voix des patients. La voix des patients, elle est centrale dans ce débat sur l'accès et l'équité. Bien évidemment, on progresse, encore une fois, soyons optimistes, les patients sont de plus en plus présents, mais pour en écouter un certain nombre de façon régulière, je peux vous assurer que c'est encore très complexe pour eux de comprendre finalement tout ce chemin, et donc on doit aller beaucoup plus vers leur écoute et avoir des actions concrètes. C'est ce que nous faisons notamment chez Sanofi, où nous les incluons en fait dans le plan de développement des études cliniques. Nous ouvrons nos sites et c'est des gestes qui sont très appréciés. Donc en conclusion, vous l'avez entendu, un volet économique, un volet sociétal. Sur le volet économique, j'aimerais juste ajouter, parce que je ne l'ai pas beaucoup entendu ce matin, le temps industriel, c'est un temps long. Quand on prend une décision d'investir des centaines de millions dans une usine, quand j'ai centaines de millions, quand on parle de notre usine ARN messager à Neuville-sur-Saône, c'est en milliards, c'est sur des décennies qu'on investit. Des décennies, ça veut dire qu'effectivement, on peut peut-être tous les ans discuter du PLFSS, mais nos investissements, on le fait sur le temps long et on a besoin de visibilité à long terme. On a également besoin, bien évidemment, de décisions volontaristes d'accompagnement en France et européenne. Évitons toutes, je citais les stocks, mais toutes bonnes idées prises dans 27 pays de façon déconnectée. Vous pouvez imaginer à quel point le secteur va être fragilisé. Et le dernier point sur le volet sociétal, 106 000 salariés qui travaillent dans les entreprises du médicament en France travaillent sans relâche pour accélérer l'accès, pour accélérer en termes d'équité, à ce que tous les patients puissent au quotidien bénéficier de ces traitements. J'ai vu tout à l'heure, 57% soutiennent en tout cas les entreprises et souhaitent voir ces entreprises françaises jouer un rôle accru. Vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup.